Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. C'est vrai que quand les fonctions produits et marketing elles sont déjà bien établies, ça peut aussi être difficile de trouver sa place. Les équipes peuvent craindre que le PMM empiète sur leur mission et c'est vrai que les frontières sont super fines en fait entre les différents métiers. Quels sont des conseils pour gérer cette situation et montrer que finalement on est complémentaires ? Ça, c'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre souvent quand on est premier PMM. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur démontrer sa valeur par la preuve et pas essayer d'y aller de manière trop frontale, trop directe ou de réclamer tout de suite un périmètre. Je pense qu'il faut vraiment savoir se focaliser sur ses forces en tant que PMM pour apporter très rapidement de la valeur aux équipes et pas oublier de rester bienveillant avec eux parce que c'est aussi hyper stressant de voir arriver cette fonction-là qu'on maîtrise pas. Pour peu qu'elle ait été mise sur un piédestal avant d'arriver, on se dit ça les challenge eux aussi dans la valeur qu'ils apportent dans l'entreprise. Parce qu'il y a une forme de message sous-jacent qui vient pour eux, c'est on recrute un PMM parce que vous n'êtes pas assez bon sur certaines choses et c'est souvent en plus des sujets qui sont intéressants, sur lesquels certaines personnes aimeraient pouvoir consacrer plus de temps mais ne le font pas parce que c'est pas leur priorité. Donc je pense que c'est là où il faut aussi vraiment essayer de rester le plus bienveillant possible. Moi par exemple, quand j'arrive en tant que PMM dans une nouvelle équipe, j'aime bien m'attaquer au sujet des benchmarks parce que je sais que c'est un sujet sur lequel je suis assez à l'aise et j'arrive de manière assez rapide en général à amener des insights qui vont permettre d'alimenter toute l'équipe. Alors c'est sûr que quand j'arrive et que je dis je vais faire des benchmarks, ça fait jamais vibrer les foules. Je les préviens juste que je vais me pencher sur le sujet. L'avantage c'est comme ils trouvent pas ça super intéressant, personne challenge trop non plus le fait que je me penche dessus. En général, je me contente juste de dire que j'ai besoin de m'approprier un petit peu les informations. Et moi, je vais essayer de me focaliser sur vraiment une vision haute, sur quelle est la valeur apportée au client par chaque produit. C'est plutôt quelque chose de relatif et subjectif. Je vais dire, tel produit, il répond à 80% à ce bénéfice client-là, et tel autre produit, il est plutôt à 70%, et donc en fait, il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre. Pourquoi 70 ou 80, c'est pas très important. L'intérêt, c'est savoir lequel des deux est le meilleur. Et cette vision-là que je vais apporter, elle est souvent complémentaire de ce qu'ils ont déjà. Les PM, ils ont souvent fait des benchmarks, et qui sont généralement très focalisés sur la capacité du produit, c'est-à-dire ce que le produit fait techniquement parlant, et les limites techniques du produit. Et ça, c'est pas un niveau de profondeur dans lequel moi je vais, et je saurais pas forcément bien d'ailleurs comment le faire. Et du coup, l'avantage, c'est que moi, avec ce que je leur apporte, ça leur apporte vraiment un autre regard qui leur est hyper utile, et j'ai toujours eu des retours hyper positifs. L'important, après, c'est de l'accompagner aussi avec le bon storytelling pour essayer de leur faire identifier des choses que moi j'ai vues dans mon benchmark, que je vois qu'ils n'ont jamais identifiées. Et à travers ça, mon objectif, c'est sûrement pas de dire je suis responsable des benchmarks pour l'entreprise, mais plutôt de leur montrer la valeur que je peux apporter sur le sujet, et d'imaginer qu'à la prochaine discovery produit, les PM viendront peut-être me demander de travailler avec eux pour les aider sur cette dimension-là, parce qu'ils comprendront la valeur que ça peut leur apporter dans les prises de décision. Est-ce que en une phrase, tu peux nous dire la définition d'une battle card ? Ouais, alors une battle card, c'est une sorte de fiche, en fait, une sorte de carte d'identité du concurrent avec qui est notre concurrent, ses forces, ses faiblesses et toutes les informations qui sont pertinentes sur ce concurrent-là pour pouvoir bien se positionner contre le concurrent. Donc c'est un petit peu ta fiche anti-sèche. Génial. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les infos clés à mettre dans les battle cards, sachant que souvent en interne, on peut avoir plusieurs audiences, donc des besoins différents. Comment est-ce que tu le gères ? Qu'est-ce que tu fais ? Oui, alors pour les battle cards, il y a eu la question, est-ce qu'on fait différentes battle cards pour les différentes équipes? Donc on a les équipes BDR qui vont faire toute la partie prospection, les équipes commerciales terrain et les équipes pre-sales, donc un peu plus techniques. Donc est-ce qu'on fait 3 battle cards différentes où on les réunit dans une seule et même battle card? Parce que les BDR ont besoin de savoir vraiment pourquoi on gagne, pourquoi on perd, et les équipes techniques ont envie d'avoir accès à des informations beaucoup plus techniques. Et finalement, en fait, l'idée, c'est de tout réunir sur une seule et même battle card, parce qu'au final, l'EI a besoin de savoir ce que le BDR sait, et le pre-sales, comme on les appelle, a besoin de savoir ce que c'est le BDR et l'EI. Donc, en fait, la façon dont les battle cards sont construites, c'est qu'on commence par une section générale, puisqu'il faut savoir où est-ce qu'est située l'entreprise, combien de clients ils ont, quels sont les clients qu'on a sur lesquels on a fait un remplacement de la solution, ou est-ce qu'on a gagné contre cette solution-là, et de savoir quels sont nos experts en interne, parce que les battle cards, elles sont construites en collaboration avec différentes personnes en interne. Donc ça, c'est des informations un petit peu que tu peux voir directement quand tu vas sur ta battle card. Et ensuite, c'est vraiment par section. Donc on commence directement avec les BDR pour qu'ils puissent avoir accès à l'information qui est pertinente assez rapidement quand ils sont en call, par exemple, ils puissent directement trouver l'information, donc pourquoi on gagne,
gagne, pourquoi on perd, quelles sont les questions à poser, quelles sont les objections qui sont assez courantes, donc comment y répondre. Et ça, c'est vraiment la section pour les BDR. Et ensuite, on rentre la partie EI où on parle un petit peu plus de l'entreprise, quels sont les cas d'usage qu'ils couvrent, comment nous on se positionne par rapport à ça, où est-ce qu'ils sont meilleurs, où est-ce qu'on est meilleur. Sur la partie pricing, autant que possible, on trouve l'information, comment ils sont positionnés, comment on peut aussi contrer certaines choses. Qui est intéressant, je trouve, c'est de montrer ce qui est dit sur les sites internet et ce qu'on a pu apprendre au fur et à mesure d'échanges avec des clients, des prospects, de dire voilà comment on peut réagir à tel point, parce qu'un prospect va forcément trouver l'information sur le site internet ou va avoir la version, j'appelle ça la version Instagram, du coup des équipes commerciales. Comment nous on peut faire ce Instagram versus réalité, donc toujours essayer de nuancer, parce que sinon c'est un copier-coller de ce qu'on trouve sur n'importe quel site, essayer d'apporter toujours cette valeur ajoutée. Ensuite, on rentre dans la partie technique où on va parler un petit peu du produit, des fonctionnalités, lesquelles sont meilleures, lesquelles sont moins bonnes, comment on se positionne par rapport à ça, et encore une fois faire ce petit Instagram versus réalité. Et ensuite, on a une partie avec toutes les ressources, parce que c'est beaucoup d'informations, donc où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations? Est-ce que ce sont des vidéos? Est-ce que ce sont des slides? Comme ça, donc mettre les liens de toutes les ressources en plus. Et du coup, cette présentation, cette battle card, tu l'as fait sous quel format? C'est une présentation PowerPoint, par exemple? C'est une présentation, enfin c'est une page Notion qu'on a faite parce que c'est beaucoup plus facile de naviguer, d'agrandir la section qui t'intéresse. Donc le BDR, il va juste agrandir la section BDR, il va pas regarder toutes les autres sections. Donc c'est un retour qu'on a eu en fait quand on a fait des entretiens en interne pour voir ce qui marchait pas. Et sur les battle cards qui existaient, qui étaient sous forme de slides, tu avais le concurrent sur une slide et tu avais toutes les informations. Du coup, tu es en échange avec un prospect qui te dit je suis en contact avec tel concurrent ou c'est la solution qui est mise en place. Ils sont là devant la slide en disant mince, elle est où l'information, parce qu'il y a trop d'informations. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir s'assurer que chaque équipe puisse faire une sorte d'expand de la section qui les intéresse, et comme ça sinon ça fait pas trop d'informations non plus. C'est beaucoup plus agréable aussi visuellement de trouver cette information comme ça. Non, c'est sûr. Et du coup, à chaque fois, vous faites, par exemple, Pigment versus un concurrent. Et là, vous dites, bon, bah, nos avantages, potentiellement les questions à poser. S'il y a des inconvénients, être au courant aussi pour pas forcément survendre une fonctionnalité ou essayer d'amener vers vers un autre sujet, j'imagine. Aussi, c'est très lié avec le programme d'entretien Windows, parce que on sait qu'on n'est pas meilleur que tout le monde. Je pense que c'est une erreur qu'on peut souvent faire de manière générale quand on travaille pour une boîte et qu'on est dans la vente, c'est de dire qu'on est meilleur. Alors oui, sur certains aspects, on est meilleur, mais on peut pas être bon sur tout. Et du coup, c'est important de savoir ce que sont nos propres limitations et de pas, comme tu dis, de les survendre, parce que sinon, après, ça revient toujours, en fait. Si nous, on dit ça, le programme qu'on fait, nos concurrents le font aussi. Donc, si nous, on sait leurs limites, s'ils font bien leur travail, ils peuvent très bien le savoir, et c'est quelque chose qui peut très bien se retourner contre nous. Donc, c'est aussi à nous de savoir où est-ce que sont nos propres limites et de pouvoir présenter les choses d'une autre façon et de toujours mettre ça dans le contexte du client et de la valeur qu'il recherche et comment nous, on peut répondre à cette valeur-là. Parce que des fois, là où on a des limites, c'est pas forcément ce que le client recherche en fin de compte. Donc, c'est toujours très important, je pense, de voir les choses de manière très complète, et c'est là où on va vraiment pouvoir apporter quelque chose à nos clients. Est-ce que tu as en tête un exemple un peu d'échec, justement, parce que une approche en France qui est trop orientée, c'est ce qui se fait aux États-Unis, et du coup qui ne marche pas en France? Alors, j'ai pas spécialement en tête de fail, ou je veux pas name dropper, mais en tout cas, moi, j'ai déjà failé en essayant d'appliquer des choses un petit peu state of the art. J'ai lu ce qui se faisait très bien ailleurs, parce que finalement, même s'il y a des très bonnes choses à prendre de ce qu'ils font aux US, notamment tout ce qui est autour de la culture produit, tirer sur les lancements, ce que je te disais tout à l'heure, je pense que il y a vraiment pas mal de choses à faire là-dessus. Mais par contre, si on lance, par exemple, très vite pour aller rapidement apporter de la valeur en mettant un petit coup d'entrée, ce que je te disais aux États-Unis, ça va pas les choquer de payer un petit montant, avoir un petit peu de valeur et puis avoir un petit peu plus de valeur le lendemain, etc. En France, moi, je me suis déjà planté là-dessus. C'est des choses qu'aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire marcher. Il y a des choses qui sont vraiment très différentes. Je parlais tout à l'heure du messaging, et là où les Américains, ils ont vraiment cette culture du awesome, ils parlent extrêmement bien de leurs produits, ils arrivent vraiment à le faire rayonner. On pourrait avoir ce biais de dire, en fait, on veut faire
exactement la même chose avec de très beaux superlatifs, etc. Et en fait, nos consommateurs sont pas, ils attendent pas ça. Ils attendent pas ça, ils vont pas être attirés forcément par ce genre de message, ou en tout cas, c'est pas ça qui va faire la différence. Donc, c'est des choses aussi sur lesquelles je me suis déjà planté. Ça arrive, donc voilà, ne pas forcément copier toutes les stratégies, toutes les méthodologies, juste se questionner finalement sur tout ce qu'on apprend et est-ce que c'est vraiment pertinent pour nos consommateurs, pour notre marché et par rapport à notre culture. Pas faire des choses qui sont trop en avance de phase, trop itératives si on est dans une entreprise qui n'a pas pour l'instant une culture produit très forte, pas vouloir arriver avec toute la méthodologie du product marketer en tant que premier PMM, là où on va vouloir tout faire, et plutôt essayer d'arriver de manière itérative à apporter un petit peu de valeur, dans un premier temps dans les lancements, ensuite un peu de session enablement, ensuite on va travailler le message, un petit peu de positioning, et voilà. Pas arriver en disant, écoute, je vais faire 6 mois d'études d'analyse de marché, et je reviens vers toi pour t'apporter la première valeur dans 6 mois et un jour. Et d'ici là, tu me vois pas. Faut y arriver à tâtons aussi parce que 90% des bots aujourd'hui ne savent pas forcément ce que c'est du product marketing. Donc, faut démontrer la valeur petit à petit. Complètement, oui, et pas essayer de tout faire au même temps, mais de définir un peu ses batailles. Exactement. Je veux bien que tu nous résumes rapidement quelles sont toutes les parties prenantes pour mettre en place la stratégie de pricing et comment est-ce que aussi vous avez défini les rôles de chacun. Pour moi, même de manière assez objective, c'est le process PMM qui implique le plus d'équipes. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a énormément itéré et qu'on continue à itérer. Et en fait, on l'a aussi, comme je l'ai dit, construit avec des premiers lancements. Un des premiers produits qu'on ait lancé en commençant à se dire ok, il faut qu'on formalise un peu ce pricing, c'était la signature électronique avancée, donc c'est le niveau qui est juste en dessous de la signature qualifiée. Et en fait, celui-ci, par rapport à une signature en ligne normale, on va rajouter une étape de vérification de la pièce d'identité de la personne pour vraiment s'assurer que la personne qui signe est bien celle qu'on déclare. Et en fait, au fur et à mesure, sur ce process, franchement, c'était le premier. Et il y a plein de choses dont on s'est rendu compte. Il y a des choses qu'on a fait bien. Il y a des choses clairement qu'on a fait moins bien. Il y a des choses qu'on n'a pas faites du tout. Et en fait, vraiment de faire une espèce de rétro à la fin de chaque process pricing, en tout cas des premiers, de vraiment aussi suivre derrière, de prendre les retours, de prendre les feedbacks, etc. En fait, ça a permis de se dire, OK, bon, les impératifs, c'est ça. Bien évidemment, on sait qu'il faut faire du discovery. Mais après, concrètement, comment on le fait et surtout qui on implique à quel moment, c'est vraiment en le faisant qu'on s'est rendu compte des impératifs et qu'on itère encore aujourd'hui. La preuve avec les engineering managers qui faisaient partie des contributeurs et qui sont maintenant coordinateurs avec le PMM sur la phase d'implémentation. Donc, au niveau des différentes équipes, en tout cas chez YouSign qui sont concernées, on a côté revenus, on a les sales et le customer success pour la partie à la fois discovery et de l'autre côté enablement, notamment lorsqu'on est sur les add-ons qui sont poussés par les sales. La team ops, donc opération, pour le testing, comme j'ai dit, de faisabilité et de déploiement dans les outils revenus. L'équipe finance pour le cost model, pour les prévisions et la faisabilité du modèle d'un point de vue vraiment financier. Donc j'en ai parlé aussi, les PM bien évidemment, de toute façon quels que soient les sujets PMM, on est vraiment sur un duo, donc on travaille avec eux, les EM sur la partie implémentation et la squad concernée par le produit en question, à la fois pour la définition et l'implémentation tech du pricing. Il y a aussi le design, la brand et le marketing, en fait, avec lesquels on travaille sur la mise à jour des assets. J'en ai parlé, on lance un nouveau produit, bien évidemment, il va falloir mettre à jour la page pricing du site, il va falloir mettre à jour potentiellement des ads si on décide de mettre le pricing dessus. Enfin voilà, il y a tout un tas d'assets qu'il va falloir soit créer, et encore une fois, dans le cadre de la GTM stratégie, on définit tous les channels de distribution et donc on s'assure qu'ils sont tous à jour d'un point de vue pricing, ou lorsqu'on met à jour le pricing modèle d'un produit, dans ce cas-là, on s'assure que tous les assets, à la fois internes et externes, reflètent bien cette nouvelle stratégie. Et puis donc, les différents directeurs et C-level pour la validation. Donc c'est sûr que sur ce process, vraiment la collaboration, le partage d'informations, la transparence, c'est vraiment forcément un des facteurs clés principaux de succès d'un bon pricing. C'est vraiment ce qui va faire qu'on s'assure de définir le bon pricing model, celui qui va être le plus efficace pour l'objectif qu'on a fixé pour le produit ou la fonctionnalité en question. Ok, super intéressant. Et juste pour finir à ce niveau-là, est-ce que tu fais par exemple un kick-off au début et après c'est un peu sous forme de sprint, toutes les 2-3 semaines, tu fais des points avec les parties prenantes selon la phase, ou est-ce que c'est un peu au fil du moment où vous voyez quand il y a des besoins? Comment ça se passe?
Il y a les deux. Donc, en général, c'est une initiative à part entière qui vient soutenir un KR chez nous, donc un Key Result. Et donc, dans le cadre de cette initiative, en amont vont être définis le scope, comme dans un projet classique, le scope, les objectifs chiffrés, les contributeurs et les validateurs. Et donc, une fois que tout ça c'est défini, il y a un kick-off. Ensuite, il y a une avancée au fil de l'eau avec les différents interlocuteurs identifiés à chaque phase. On a également des steerco qui sont ouverts à tous. Chez nous, tout le monde peut se joindre à un steerco, quel que soit le sujet, et donc qui, effectivement, de manière régulière, informe sur l'avancée du projet. Et puis, un comité de validation qui vient donc valider le pricing model avant qu'on rentre dans la phase d'implémentation. Et là, l'implémentation, il y a évidemment un suivi au quotidien qui est à la charge du PMM de s'assurer qu'il y a régulièrement des échanges, principalement avec le PM et ensuite avec le M, mais aussi du coup avec les différents interlocuteurs et le fait qu'ils soient vraiment très clairement identifiés dès le début et qu'on sache. C'est ça aussi, c'est qu'en fait, comme ça fait quand même plusieurs fois, on a eu l'occasion de travailler sur plusieurs sujets pricing, encore une fois, soit des nouveaux produits, soit des revamps. Les équipes sont aussi identifiées et donc quand, au début de quarter, on a la roadmap et on sait qu'on va travailler sur tel ou tel sujet de pricing, les équipes savent qu'elles vont être sollicitées, savent à peu près à quel moment ça va arriver, etc. Donc, c'est ça qui est cool aussi, quoi. Est-ce que vous avez des rituels cross-PMM pour justement assurer le partage d'infos, la cohésion d'équipe? Parce que, comme tu disais, si chaque PMM est dans sa squad ou dans sa tribe, forcément, il n'y a peut-être pas forcément des liens qui se font tous les jours. Donc, comment est-ce que vous arrivez à vraiment créer une cohésion d'équipe product marketing? Ouais, bien sûr. Il y a 3 choses. Déjà, la première chose qui est hyper importante sur laquelle je rebondis, c'est effectivement, chez nous, les PMM sont dans des équipes produits différentes. Donc, c'est un peu ce que je disais au début. Il va y avoir une partie plus gestion des temps et activités, une partie un peu plus finance, une partie un peu plus talent. Et donc, en fait, on peut très vite ne pas trop se parler entre PMM parce qu'on est très pris déjà dans sa propre équipe et dans tous les autres interlocuteurs qu'on a pour parler de sujets divers et variés. Donc, la première chose à avoir en tête, c'est qu'en fait, les PMM travaillent peut-être pas sur les mêmes sujets, ils travaillent peut-être pas sur les mêmes personas, mais en fait, au final, ils travaillent quasiment tous sur la même chose, c'est-à-dire sur le cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire sur la partie lancement, la partie plus maturité, la partie déclin, la partie discovery, et donc en fait, ils se recoupent sur énormément de sujets, sur des méthodos, et donc c'est ça sur lequel on essaye vraiment de capitaliser pour pouvoir faire en sorte que, au-delà effectivement des sujets, ils se retrouvent sur des thématiques communes. Pour ça, du coup, le premier rituel, c'est ce qu'on appelle la guilde. Du coup, ça a lieu toutes les semaines et ça réunit l'intégralité des PMM. Le but, c'est de pouvoir vraiment partager les blocages, pouvoir faire un peu de co-développement, intelligence collective, brainstorming, etc. De pouvoir aussi faire pas mal de Rex. Ça, c'est un format qui est très, très apprécié. Pour donner un exemple, cette semaine, on avait un des PMM qui nous a un retour sur son étude du Product Market Fit sur l'Espagne. Donc, en gros, comment est-ce qu'il a mis son soft à l'épreuve du feu pour savoir en Espagne qu'est-ce qu'il fallait adopter, donc sur la partie recrutement, interview d'utilisateurs, etc., etc. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose que pourront réutiliser tous les autres PMM. Donc c'est assez important, c'est vraiment un rituel phare. C'est pour ça que c'est toutes les semaines, 1 heure. Après, il y a la partie rétrospective. Donc ça, c'est une fois par trimestre. Et le but, c'est de pouvoir se poser donc toujours entre PMM pour identifier ce qui s'est bien et ce qui s'est moins bien passé sur le trimestre pour faire émerger un sujet qu'on peut adresser sur le trimestre suivant. Donc le but, c'est pas que ce soit trop gros, ça reste quand même de l'ordre... alors c'est pas de la quick win non plus, mais c'est peut-être entre les deux. T'aurais un exemple ? Ouais, bah là, par exemple, sur ce trimestre-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se pose sur le sujet des calendriers, comment faire en sorte qu'on ne se cannibalise pas entre PMM, que les lancements n'arrivent pas en même temps. Mais ça, c'est déjà un énorme sujet. Du coup, on a choisi l'étape déjà d'en dessous, de se dire, bon bah déjà, en fait, de quoi on parle quand on parle de problématiques de calendrier? Est-ce qu'il y a d'autres calendriers qui posent souci, par exemple? Est-ce que la communication auprès de nos clients, il y a également ce sujet-là? Est-ce que d'un point de vue campagne marketing, ça peut être également le cas? Donc déjà, en fait, de lister toutes les problématiques de calendrier qu'on peut avoir pour ensuite se poser vraiment la question de la solution et pas trop vite partir bille en tête en disant ok, on va faire ça, alors qu'en fait, peut-être qu'on exclut toute une partie des problèmes. Et après, la dernière chose, c'est l'off-site. Ça, je suis un peu obligée d'en parler parce que j'ai juré de mon sang, on en ferait un. En fait, c'est 1 ou 2 journées de travail en dehors des bureaux qui nous permettent de pouvoir travailler tous ensemble sur des, pour le coup, vraiment grosses problématiques et de sortir de ces 2 jours avec un vrai rendu, un livrable. Et évidemment, si ça se fait dans une maison qui est sympa, avec un peu de soleil, etc., c'est encore mieux. Et donc ça, on va regarder pour pouvoir en organiser un dans les prochains mois. Et la rétro, ça dure combien de temps du coup ?
C'est 1 heure aussi. Ok. La première demi-heure, voire même plutôt les 20 premières minutes, c'est le moment où on peut faire un peu les plus et les moins sous forme de post-it verts et de post-it rouges. Ensuite, il y a la partie regroupement des post-it. Donc, ok, bah toi tu dis ça va un peu avec ce que je dis ici. Et on fait vraiment émerger des grosses boules de sujets. Et après, il y a une partie vote où on décide de se focaliser sur une de ces boules-là, sans pour autant exclure les autres. Mais en tout cas, l'objectif commun du trimestre, ce sera un des tas de post-it qui aura été formé. Justement, toi, du coup, chez Skello, quand t'es arrivé, t'as dû créer from scratch un peu toute ton équipe et du coup, c'est là où tu t'es dit, bon, bah voilà, comment je veux la constituer? Ou est-ce que t'es arrivé, il y avait déjà des personnes et donc t'as structuré avec une structure existante? Comment est-ce que tu l'as implémenté finalement, cette notion-là, vraiment pour être présent sur toute la chaîne de valeur et que, de ce que je comprends, que ça fonctionne super bien? Alors, c'est une très bonne question. Donc, moi, quand je suis arrivée chez Skello, donc il y a 1 an maintenant, il y avait déjà Chloé qui était là depuis 1 an et demi, je crois. Déjà, ça faisait déjà 1 an et demi qu'elle était chez Skello. Donc, c'était la première PMM de chez Skello. Elle avait un rôle essentiellement sur cette phase aval, donc cette phase plus de go-to-market. C'était lié à beaucoup de choses. Je pense c'est ce qu'elle savait faire de mieux. C'était vraiment son cœur d'expertise. Et après, c'est vrai que quand on est seul PMM avec beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de missions, parce qu'elle avait aussi toute une partie enablement, on peut pas tout faire. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'elle était essentiellement concentrée sur cette partie-là. Après, du coup, moi, quand je suis arrivée, forcément, il y a toujours une petite phase d'analyse, de compréhension des enjeux, etc. Et l'objectif, ça a été de comprendre comment on pouvait remonter la chaîne de valeur pour servir la mission de l'entreprise et servir du coup cette équipe produit et surtout faire en sorte qu'on allait délivrer un maximum de valeur à nos clients. Donc voilà, donc ça s'est fait petit à petit. Je pense que c'est quelque chose à avoir en tête si demain vous rejoignez une équipe PMM existante. Je pense qu'il y a toujours beaucoup de bons à garder, à regarder, etc. Et l'objectif, c'est plutôt pas de tout casser et de tout reprendre, mais plutôt comment par rapport à cette structure existante, on arrive à l'amener au next level, si je puis dire, et tout en répondant aux enjeux de la boîte. Typiquement, si nos enjeux avaient été différents, peut-être qu'en fait, on n'aurait pas mis aussitôt de l'énergie, par exemple, sur la partie discovery. Donc voilà. Et après, il faut aussi avoir en tête que quand on rejoint une équipe existante comme ça et qu'on essaie de remonter la chaîne de valeur, c'est pas juste remonter la chaîne de valeur, c'est aider les équipes à monter en compétence sur cette chaîne de valeur. C'est-à-dire que on n'apprend pas à faire en un clic comme ça des analyses de la compétition si on n'en a jamais fait. Et pareil pour de la recherche. Et pareil pour crafter une value propre qui correspond à des préférences qu'on aurait trouvées en phase de recherche, etc. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. Donc, bien prendre le temps de former les équipes, de les accompagner dans cette montée en compétences et ça se passera très bien. Ce qui est important, c'est de réussir à comprendre l'ensemble de la chaîne, comprendre tous les enjeux, et après on peut avoir des niveaux différents sur certains aspects du métier. Le tout, c'est de tout appréhender, de pas avoir peur d'y aller, de monter en compétence sur certains aspects, etc. De s'appuyer sur des relais qui sont eux experts, qui font partie de l'équipe. Donc voilà. Mais pour moi, la notion de full stack, elle est plutôt dans l'opération. Donc c'est-à-dire comment cette équipe, elle a de l'impact. Donc en fait, on a de l'impact sur l'ensemble de la chaîne. On aborde ces aspects-là. Après, dire que tout le monde est expert en tout, ce serait faux et prétentieux. Voilà, je pense qu'on peut choisir son domaine d'expertise, un peu son dada sur toute cette chaîne et cette multitude de choses à faire. Et après, essayer de développer d'autres expertises, etc. Mais je pense que c'est aussi intéressant d'aller un peu voir ce qui se passe plus en amont de la chaîne, plus en aval, etc. Avoir cette curiosité, justement, d'aller explorer l'entièreté de son métier. Mais ça dépend, en fait, la notion de full stack, elle dépend vraiment de s'il y a un intérêt pour ça aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas que potentiellement les personnes qui vont écouter ce podcast, qui font potentiellement que du go-to-market ou potentiellement que des rollout plan, se disent oh là là, en fait, je suis pas un vrai PMM ou je sais pas, quelque chose comme ça. C'est faux, en fait. C'est-à-dire que, en fait, chaque aspect de ce métier-là, c'est vraiment une discipline PMM forte. La question, c'est est-ce que ça a un intérêt pour la boîte ou pas d'aller aborder tous ces aspects-là? Peut-être qu'en fait, les problématiques autour de l'offre, ça va peut-être plus être tiré par la strat dans certaines boîtes. Pareil sur l'analyse de la compétition, peut-être que c'est pas le PMM qui fait ça, que c'est quelqu'un d'autre. Ça dépend de beaucoup de choses, du niveau de seniorité, du rôle de la mission, etc. Le tout, c'est que quelqu'un le fasse. Est-ce que tu peux nous décrire les étapes clés, le process que tu as utilisé pour construire les personas et tout ce travail? Ouais. Moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, en fait, j'ai tout de suite été mise sur ce sujet-là. Donc, j'avais besoin de comprendre un peu plus le type de profil qu'on pouvait avoir déjà en client ou même reprendre un peu le travail qui avait été effectué sur ces personas-là et qu'il fallait justement pousser. Donc, dans un premier temps, j'ai vraiment pris connaissance par exemple, de tout ce que je pouvais trouver sur le web concernant ces métiers-là.
par exemple les métiers du growth, quelles sont leurs fiches de poste en général. Donc j'ai regardé par exemple des offres d'emploi, j'ai suivi des gens sur LinkedIn qui sont dans ce type de poste également. Voilà, donc je me suis vraiment renseignée là-dessus. Ensuite, j'ai beaucoup recherché sur LinkedIn et je me suis fait des listes de personnes à contacter avec Sales Navigator. Donc j'avais une liste de growth, une liste de sales, plusieurs types de listes comme ça. Ok. Ensuite, grâce à notre outil d'automatisation, on a la chance d'en avoir un en interne et de faire les choses plutôt bien avec. Donc en fait, j'ai automatisé un peu ma prospection avec sur LinkedIn, Twitter et email, et j'ai construit une séquence d'invitations pour rentrer en conversation avec les contacts que j'avais identifiés via les listes de Sales Navigator. Et en fait, j'ai envoyé des messages en demandant tout simplement, alors message très sympathique, on n'est pas là pour vendre, vraiment. On est là pour avoir de l'info, en leur demandant si que j'avais vraiment envie de connaître leur métier, de comprendre comment ils travaillent au quotidien, etc. Et s'ils avaient entre 30 et 45 minutes à m'accorder en visio ou par téléphone. Et en fait, on se rend compte que quand c'est demandé gentiment et que c'est pas, on n'est pas en train de pousser à vendre quelque chose, en fait, les gens, il y a des réponses super positives. Parce que les gens adorent parler d'eux en vrai. Donc ça, c'était plutôt pour la partie prospect, vraiment. Alors ça, c'était pas des clients du tout de chez nous. Et ensuite, dans une 4e étape, j'ai demandé aux personnes au sein d'LGM, comme Rhys, le CEO, ou Adrien, le responsable commercial et cofondateur de la société, de me donner justement des contacts en fait chez nos clients qui pourraient être intéressants d'interroger pour aussi comprendre chez nos clients qu'est-ce qu'ils aiment chez LGM, qu'est-ce qu'ils aiment moins, quelles sont leurs difficultés, leurs besoins, etc. Donc il y avait vraiment une première partie difficultés, besoins, et puis eux ont rentré un peu plus dans le vif du sujet avec LGM, tandis que les personnes prospects, on parlait pas vraiment d'LGM du tout en fait. Et dans la répartition entre prospects et clients? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on avait à peu près 5 personas identifiés. Et moi, j'ai fait, par persona, j'ai fait 5 clients, 5 prospects. Donc ce qui donnait en tout une 50aine d'interviews. Pour la construction de ces personas, on a fait 50 interviews en 3 semaines. C'était hyper intense, mais vraiment très intéressant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci